On va se partager avec Umberto la présentation. Donc, interrogation qui nous guide là ce soir. Chaque présentation, en fait, on la réadapte et on la refaçonne en fonction de son auditoire. Donc, ce soir, c'est la perception des barrières change-t-elle l'abordage des marchés latino-américains? Donc, vous voyez que d'emblée, nous nous situons bien dans la perception. C'est-à-dire que ce qu'on a mené avec Umberto de par nos sensibilités, moi, je ne suis pas tellement une personne de chiffres, les recherches quantitatives ne me parlent pas. On a beaucoup travaillé, on aime beaucoup le faire, c'est avec des entretiens de dirigeants de PME, et c'est vrai qu'on s'est régalé. On le dit toujours, et Morgane ne va pas m'écouter dire ça pour la énième fois, qu'à chaque fois qu'on raccroche son téléphone avec un patron de PME, honnêtement, j'ai envie de créer ma propre boîte. Donc mon mari va commencer à s'affoler, mais toi aussi tu partages. Hein. Voilà, donc, mais on est bien dans des perceptions, c'est-à-dire c'est basé par des entretiens, mais seulement c'est que les perceptions, dans la mesure où elles sous-tendent les stratégies, ben finalement la stratégie du patron qui va décider est-ce que je sors et où, ben elle est fondée sur ces perceptions. Donc c'est important qu'on les prenne en compte. Alors, quels sont les déterminants d'une internationalisation réussie? Vous allez voir qu'on a quelques messages au niveau facteur de succès, ou dit autrement, to do et not to do dans les pays. Et quels sont les apports de l'approche comparative via le modèle de 3 en 5. Donc, ce qu'on veut partager aussi avec vous aujourd'hui, on a fait une petite innovation conceptuelle. On sera heureux d'avoir votre avis là-dessus. Donc voilà un petit peu notre menu. Donc d'abord, je vais prendre 2 minutes pour vous dire un petit peu ce qu'on avait dans la tête quand on a conçu ce qu'on appelait le modèle des 3 enceintes, qu'on avait présenté à un colloque à Montréal, un colloque Atlas, qui est Atlas FMI, c'est l'association francophone de management international. Donc on l'a un petit peu testé là, depuis on l'a creusé. Après, on va vous montrer une première recherche qui a été faite, PME française au Mexique. Ensuite, on a, vous voyez bien, élargi PME sud-européenne au Brésil. Analyse, conclusion, discussion. Voilà un petit peu notre menu. Donc, Umberto, tu peux continuer. Voilà. Donc, modèle des 3 enceintes. Alors, vous voyez d'ailleurs que le terme enceinte, d'ailleurs, on s'est un petit peu amusé quand on présentait notre papier pour ce colloque en 2013, parce que enceinte, on était dans une logique un peu de château fort. On pensait à la basse-cour, tout ça, et puis on finissait par le donjon. C'est-à-dire, on est bien dans une idée d'épreuve, alors de souffrance, mais là, je pense aussi au terme grec pathos, c'est-à-dire qu'avec la souffrance, on apprend, et puis après, on peut souffrir et être heureux, parce qu'à la fin, on réussit. Donc il y avait cette idée, on a des barrières, si vous voulez on pourrait prendre la métaphore des Jeux Olympiques ou des marathons, avec il y a des haies à passer, et puis au fait plus vous vous entraînez, plus vous montez l'obstacle et plus vous le faites facilement, moins vous êtes entraîné, vous dites oulala, mon Dieu, est-ce que je vais arriver, ou est-ce que je vais pouvoir faire cette course. Donc on est un petit peu dans cette logique-là. Donc, ce qu'on a trouvé avec Umberto, toujours parce que vous savez que dans tous les colloques, bien sûr, on fait la revue de littérature, on voit un petit peu ce qui a été dit, on voit le cadre théorique, et on a trouvé pas mal de typologies de barrières. Mais en fait, on n'était pas satisfait parce qu'il y avait la typologie de l'OCDE, il y en a surtout l'OCDE, tu te souviens, Umberto? L'OCDE, la Banque mondiale. La Banque mondiale, je me dis la Commission, non? Européenne aussi, la Commission, voilà. Alors, et puis quelques quelques chercheurs. Et finalement, on retrouve, il y a toujours beaucoup de barrières, mais alors elles sont plutôt classées du style barrière financière, barrière juridique, barrière culturelle. Bon. Nous, on s'est dit, ça collait pas trop. On avait envie de trouver quelque chose qui soit plus à même de traduire la complexité de la situation qu'on était en train d'observer avec nos interviews. Donc, on a reconnu, et vous allez le voir tout de suite avec le dessin, au fait, on a une barrière, regardez, on va passer tout de suite, parce que le dessin est assez explicite. On a un premier cercle, on se dit, et c'est les barrières inhérentes à l'entreprise. Parce qu'en fait, notre recherche, elle se situe un peu au confluent de 2 lignes. Il y a d'abord tout ce qui touche l'internationalisation, les dynamiques d'internationalisation qui se nourrissent depuis l'école d'Uppsala, Valnay, etc. Donc c'est vieux, ça c'est à 40 ans, ce truc-là, 45 ans. Donc d'abord, on apprivoise son marché domestique, après les marchés proches, après on prend le grand large, etc. Toute cette littérature qui suit son fil et qui se développe au fil des décennies. Et puis il y a une autre littérature qui est celle qui touche les PME. Et nous, on a fait converger, là-dessus, on n'a pas été, je ne dis pas qu'on soit archi-innovateur, mais le tout, c'était de travailler l'internationalisation des PME, sachant que la PME, ce n'est pas une entreprise en petit. On est bien d'accord, elle a des spécificités. Donc on reconnaît finalement, et vous allez voir, on vous annonce ça, et puis après on va décortiquer les 2 pays, Brésil et Mexique, Mexique et Brésil dans cet ordre, et on reviendra sur le modèle pour montrer ce que ça apporte. Mais vous verrez qu'on reconnaît un peu des barrières inhérentes
à l'entreprise elle-même, au fait qu'elle est petite, que c'est une PME. Donc typiquement, bon, les compétences du dirigeant, donc on va voir après, mais typiquement, est-ce qu'il a une pratique de l'international ou pas? Est-ce qu'on tombe sur un gars, une dame biculturelle qui d'emblée a plus de sensibilité à tel ou tel espace géographique? On a la question du temps disponible. Par nature, on a quelqu'un qui fait un peu tout, hein, qui est au fourneau et à la salle, et dans la salle de restaurant. Donc, capital insuffisant, ben ça c'est une barrière récurrente. Capacité améliorée, bon alors toute là, ça c'est capacité à innover. Manque de personnel qualifié, évidemment par nature elle est petite l'entreprise, donc elle n'a pas une pléthore et puis le coût de l'énergie. Ensuite on a ici inhérent à l'environnement d'origine. Donc là, effectivement, on va parler des PME françaises. L'environnement d'origine, c'est la France, hein, le contexte français. Donc voilà, avec typiquement des exemples, je ne les passe pas tous pour ne pas prendre de temps. Et puis ensuite, vous voyez, le cercle 3, c'est les barrières inhérentes aux pays cibles. Donc voilà un peu, je ne sais pas si on est clair, hein, ces trois cercles. Hein, donc ma propre barrière, je suis une PME avec mes limites. Alors qui dit barrière ne veut pas dire insurmontable. C'est le message qu'on va livrer, loin de là. Mais voilà mes difficultés, ensuite voilà mes difficultés du fait d'opérer en France, mais il y a aussi des avantages, et voilà mes difficultés du fait de vouloir débarquer au Brésil, mais finalement j'y arrive et je suis un entrepreneur heureux. Bon, ça c'est un peu le message qu'on va faire passer. Alors, si vous voulez, ce qu'on sait, pour ne pas, je ne vais pas m'avancer sur la conclusion et je vais tout de suite passer la parole à Umberto, mais ce qu'on voit typiquement, le fait de si vous prenez simplement la culture, bon, on va peut-être dire, moi je ne connais pas bien au niveau business ni académique les États-Unis, peut-être que les barrières des entrepreneurs, des SMEs nord-américaines vis-à-vis, enfin pour aller en Argentine ou aller en Europe, ils vont dire ça va être la langue et la culture, mais peut-être moins finance, alors que pour les européennes, et à plus forte raison pour les latino-américaines, ça va être par exemple, la barrière financière est un exemple. Donc en plus, vous allez voir que ça facilite, les trois cercles facilitent beaucoup les approches comparatives, on reviendra dessus. Donc vas-y Umberto, je te propose d'attaquer voilà, le premier cas. Hein. Bien, en fait, l'aventure avec Florence d'étudier l'international de PME a commencé avec ce projet de PME françaises qui vont au Mexique. C'était en 2011, Florence, 2012. Oui, 2012, ça fait 5 ans, 6 ans. En fait, c'est le premier projet qu'on a entrepris ensemble. Donc, on s'est donné la tâche d'interviewer 35 PME françaises. On a obtenu l'échantillon de PME à partir des différentes chambres de commerce, Florence. Et puis des CCE qui ont aussi été une aide précieuse, la chambre de commerce de Paris également. Hein. Grâce à l'aide de ces échantillons, on a pu mener bien ce projet. Donc, c'est ici, on va passer vite fait l'échantillon de PME qu'on a interviewé. On peut constater qu'on a, par rapport à la distribution de l'ancienneté des PME, on a un peu des PME plutôt qui ont plus de 10 ans, 11 ans, plus de 45 ans. Volume de chiffre d'affaires, les PME qui vont vendre plus de 1 million d'euros. La taille de PME, on voit que l'échantillon est également assez diversifié également. Et ce qui est le secteur, on a beaucoup de secteurs, on peut constater, et spécifiquement, bon, évidemment que c'est la France, et bon, équipement industriel, polymère, on a pas mal aussi de PME aéronautiques, agroalimentaire, TIC, énergie renouvelable. Okay. Et au niveau de l'âge, hein, vous avez vu qu'on avait des très jeunes comme des plus anciennes. Oui. Hein. Donc, à l'international, comme vous voyez, cette question, on a posé à chaque dirigeant ou bien la personne en charge qui en a interviewé, la personne en charge de l'export, comme est-ce que vous considérez que c'est important pour aller à l'international. Donc, il y a certains entrepreneurs qui ont signalé, bon, d'abord, avant d'aller juste comme ça, sortir par le fait de sortir, il faut bien apprivoiser le marché domestique. Il faut d'abord bien être en France, puis aller vers l'international. Donc, aussi, également, les entrepreneurs nous ont signalé qu'avant de décider d'aller au Mexique, aller s'implanter au Mexique, il faut d'abord tester, c'est-à-dire exporter. Et c'est bien dans la logique du modèle d'Uppsala, c'est-à-dire une entreprise commence avec des activités irrégulières d'exportation, puis petit à petit, il se rapproche au marché de plus en plus jusqu'à finir avec une implantation et production sur place. Donc, c'est ce qui nous ont signalé certains entrepreneurs français au Mexique. Alors peut-être juste deux petits commentaires, on a trouvé un peu tout et son contraire, c'est-à-dire, typiquement, j'ai en tête un éditeur de logiciels qui disait, au fait, un logiciel, c'est quelque chose qui se mûrit
qui a besoin d'une maturation dans la durée. Donc là, moi, j'ai éprouvé le besoin de extrêmement bien connaître mon marché européen avant d'adapter, puisque un logiciel, c'est quelque chose de très, alors je vais dire un barbarisme customisé, c'est une horreur. Donc j'ai besoin de bien approvisionner mes produits. Mais on a trouvé une boîte, et c'est pour ça qu'on a une difficulté à classer les secteurs, parce qu'en fait, on s'aperçoit maintenant que les secteurs sont très mélangés. On a trouvé une boîte qui était très intéressante. Elle avait travaillé pas mal avec les crédits impôts compétitivité, avec la collaboration avec des universités mexicaines. Elle a un procédé innovant en séchage de fruits. Donc d'emblée, elle s'est dit, moi, en France, je n'ai pas ma place. Donc ma place, c'est le Maghreb et c'est le Mexique. Pourquoi Mexique? Mexique, premier fournisseur de fruits et légumes des États-Unis. Donc, par exemple, cette personne-là n'a pas dit, Uppsala, il faut que j'apprivoise d'abord mon marché. Il a dit, je vais dire. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a un peu les deux choses. Oui, c'est celui des fruits que tu mentionnes. Oui, c'est Apcar. C'est lui qui fait sécher les fruits. Il a choisi le marché parce qu'il y a une certaine température, certaines spécificités du pays. Ou la PME qui fabrique le panneau voltaïque, elle se dit, bon, elle va directement Caraïbes et Afrique, par exemple, au Brésil. Donc oui, et certaines de ces entreprises aussi sont, comme la littérature le signale, labellisées Born Global, c'est-à-dire une entreprise qui est si jeune, elle est déjà avec une activité importante. Là, vous voyez, c'est-à-dire, il y en a qui finalement, dès la naissance, les plus vieilles, au fait, on voit un laps de temps assez grand avant la sortie sur les marchés extérieurs, et au fait, les plus récentes. Oui, tout à fait. En fait, on a constaté que certaines entreprises ont commencé leur exportation à partir de 30e année ou 40e année d'activité. C'est-à-dire, ils sont peut-être rentrés dans une zone de confort, qui n'ont pas exporté parce qu'ils sont déjà une position importante dans le marché en France, mais lorsqu'il y a un marché beaucoup plus concurrentiel, un contexte de crise, donc les entreprises sont un peu la bataille entre entreprises, donc ils se sont dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à l'international. Donc, et là, ils ont posé le regard sur le Mexique, et finalement, on a débouché l'activité au Mexique. Je comprends très bien le tableau de droite. Oui, en fait, c'est... Les abscisses, c'est quoi? La forme d'abscisse, c'est quoi? En fait, l'ancienneté, c'est l'âge de l'entreprise, et ici, c'est le temps de sortir. En fait, c'est-à-dire qu'une entreprise de 90 ans, elle est allée à l'international à 25 ans, quoi. Oui. Ouais. En fait, on constate les plus jeunes entre guillemets, 10 ans, 15 ans, c'est... Créations plus récentes, elles ont été... elles prennent le large plus rapide, quasiment de façon automatique. Okay. On peut aussi attribuer un point important au développement de nouvelles technologies. Bien sûr. Car bon, évidemment, il y a 40 ans, il n'y a pas, mais bon. Ok, voilà. Ici, ok, on commence. Vous constatez que on a parlé, Florence, elle a déjà bien décrit notre modèle de 300, mais ici, lorsqu'on menait cette étude, on n'avait pas encore construit le modèle. Donc, on va s'en passer pour un petit instant le modèle de 300, mais ici, on va présenter les freins externes ainsi qu'internes les plus importants pour les entrepreneurs français au Mexique. C'est un peu pour ce qui est les freins internes des entreprises pour freiner leur processus d'internationalisation. Sans surprise, on constate que c'est les prix des produits. Sachant que le 1 à 5, c'est quelle est l'importance que vous donnez, l'importance critique. Et donc à 5, c'est très important, ça m'impacte fortement. 1, c'est pas, ça veut dire, c'est un degré, un thermomètre. De 1 à 5. 5, ça veut dire que c'est vraiment trop fort. 1, ça veut dire que c'est trop fort. Donc, bon, sans surprise, on constate que c'est les prix des produits. Donc, on produit en France, on produit un bien, on produit quelque chose, on va exporter au Mexique et avec les taux de change, donc ça devient trop cher pour le marché mexicain. Donc, c'est ce qui vraiment a un impact sur le processus d'internationalisation pour les PME français. Et aussi également la manque de compétences, de personnel compétent, c'est-à-dire personnes avec les compétences, les capacités à savoir gérer un processus d'internationalisation, connaître les marchés, faire l'étude des marchés, faire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc les entreprises que nous sont signalées. La manque de capital. On sait qu'il y a beaucoup d'aides ici en France. On a également posé des questions aux entrepreneurs à ce qui est le pouvoir public. Est-ce que vous avez déjà utiliser certains produits ou services du pouvoir public? Certains entrepreneurs sont un peu, comment on peut dire, susceptibles à ne pas considérer les pouvoirs publics, car les temps de monter un dossier, il faut me rendre au Mexique, il faut faire ce projet-là tout de suite. Mais le temps qu'on monte les dossiers, qu'on prépare, l'affaire est partie. Donc,
il y a certains même qui disent que je veux partir à l'international, je veux plutôt obtenir des fonds ou d'argent à partir de mon cercle d'amis, d'investisseurs prêts, pas la banque. Donc la banque aussi est mon cercle du temps. Et bon, ce qui est la langue, les normes, la qualité des produits, c'est vraiment pas un aspect qui peut avoir un impact sur le PME. On peut considérer que le marché européen est un marché assez réglementé, assez strict. Donc, Florence, comme elle dit, où elle a signalé, la barrière, c'est pas vraiment une barrière importante pour les PME françaises. C'est-à-dire qu'elles s'estiment déjà très challengées en Europe avec les en fait, c'est ça. Donc, en fait, quelque part, ils sont, voilà, elles ont déjà travaillé en interne. C'est ça. Bon, ce qui est barrière externe, qui peut avoir un impact pour l'activité PME internationale, c'est l'absence de financement considère moyennement impact car ils ne considèrent pas les banques ou les pouvoirs publics comme une source première de fonds. Et bon, ce qui est barrière tarifaire également, un impact moyen. Et pour le reste, soutien public, c'est pas beaucoup. Différence culturelle, Florence l'a déjà signalé, c'est pas vraiment quelque chose qui gêne l'entrepreneur. On a même certains entrepreneurs qui considèrent les marchés mexicains comme assez simples, même plus simples que d'autres marchés européens. Car c'est une proximité, une sorte de connaissance, mais compatibilité de valeurs latino qui rendent facile le marché mexicain. Et ici, il y a la question. Le marché mexicain, bon, on revient. Est-il difficile le marché mexicain d'après les PME françaises interviewées? Oui, 39% dit, non, 50% dit et 11% dit non. Donc la moitié, on peut dire qu'il dit c'est pas difficile. Donc voilà. Et pour ce qui est la difficulté du marché mexicain, sans surprise, la distance géographique. Donc on voit que c'est parce qu'il faut prendre un avion 10 heures de vol, 12 heures de vol, le décalage d'horaire. Donc ce sont des choses qui peuvent générer vraiment l'activité pour les entreprises françaises. Mais pour le reste, l'instance culturelle, on constate que c'est une valeur de 2 sur 5, c'est pas vraiment beaucoup. La difficulté linguistique, 1,5, c'est vraiment très très faible. Donc ça veut dire pour l'espagnol, et l'espagnol c'est pas vraiment quelque chose qui peut gêner leur activité ou leur potentiel au Mexique. Ici, on peut reprendre les mots de certains entrepreneurs. Nous sommes des latins aussi non français. Mexique, c'est plus proche qu'un marché du Maghreb. Et c'est plus simple faire Mexique est chaleureux. C'est plus facile que la Chine, que la Corée. Un revenant aspect culturel de certaines proximités. Et le Mexique permet beaucoup de liens d'amitié, d'échanges, qualité d'accueil, hospitalité. Donc les PME, même avant d'aller, ils savent déjà, dans leur imaginaire, dans leur esprit, ils savent déjà qu'ils vont être bien reçus au Mexique. Donc ils se sentent bien. Bon, ici, on a fait un to do and not to do. Mais dans ce cas, les points avantageux et les points inconvénients pour le Mexique. Bon, pour les inconvénients, les atouts, les entrepreneurs, à l'unisson, ils nous ont dit pourquoi Mexique? La taille du marché, 120 millions. Classe moyenne montante, près des États-Unis, c'est un tremplin pour les États-Unis, c'est un point stratégique aussi pour l'accès au Amérique du Sud. Donc voilà, marché en expansion, l'ouverture commerciale également. Mexique, c'est le pays qui a signé le plus nombre d'accords commerciaux avec les pays du monde, donc ça représente aussi un avantage pour les PME qui vont là-bas. Et le coût de main-d'œuvre, l'infrastructure télécom de plus en plus améliorée. Population jeune, puissance industrielle, proximité culturelle, qualité d'accueil, etc. Mais dans le contraire, par contre, ce qui est la difficulté, ils sont marqués, les marchés un peu moins éduqués, évidemment c'est un pays en voie de développement, encore il y a des choses à faire. Les distances géographiques, les décalages horaires, il y a 7 heures, parfois 5 heures, parfois 6, donc ça peut gêner l'activité des PME, surtout qu'il faut mener un processus. La main-d'œuvre plus autonome par rapport à une main-d'œuvre européenne plus formée. Et insécurité, corruption, pollution, mais vraiment, ils n'ont pas marqué ces points négatifs comme une première. Donc, ils sont plutôt marqués la distance géographique, le décalage horaire ou les marchés moins éduqués. La corruption, pollution, ce n'est pas vraiment un facteur. On entend dans les informations, au Mexique, c'est passé quelque chose, c'est cela. Mais pour les entrepreneurs français, c'est pas vraiment, ça ne va pas empêcher les avantages,
largement beaucoup plus importante que les inconvénients. C'est la taille de marché, le potentiel d'expansion, c'est largement plus important que l'insécurité ou les autres problèmes. Voilà. Et quelques conclusions. Bon, on a quelques conclusions de cette partie première volet. Bon, les plus récentes, comme on l'a vu, sortent plus rapidement au marché mexicain. Et il s'appuie surtout avec des réseaux de partenaires technologiques commerciaux locaux au Mexique. Et vécu l'expérience par soi-même en Amérique latine, expérience très positive. Donc, voilà, et proximité culturelle, cette phrase-là, c'est l'éloignement géographique est compensé pour beaucoup de ces entreprises par la proximité culturelle. Et bon, le marché, comme je signalais, le Mexique, ça peut être considéré comme un port d'entrée pour le marché soit aussi américain et le marché d'Amérique du Sud. Mais au fait, on trouve un peu les... Donc, au fait, pour résumer, je pense que là, on vous offre quelque chose de zip, ultra zip comme version, hein, parce que c'est la contrainte temps, donc après, on peut développer. On peut vous envoyer aussi l'étude qui a été faite, où vous trouverez toutes sortes de témoignages. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, il y a ces effets de proximité culturelle qui jouent comme un facteur facilitateur. Et je pense que l'enseignement de l'espagnol en France joue pour beaucoup, parce qu'on va vous faire une petite comparaison avec le Brésil maintenant. Et puis en plus, ce côté pays ouvert, c'est-à-dire, on le sait bien, c'est le premier exportateur de biens industriels d'Amérique latine et non pas le Brésil. Et donc, Brésil et Mexique, les deux pays où il y a l'investissement français le plus important. Voilà, donc les accords jouent, ils le disent, ça, c'est un élément facilitateur. Donc, c'est aussi un tremplin pour des boîtes qui sont dans les ITC, elles utilisent la base Mexique. Alors, c'est pas forcément toujours un agent, c'est quelquefois aussi un partenaire, hein, pour attaquer le marché USA. Et pour ce qui est du marché sud-américain, bon, là, c'est pas toujours si évident. Certaines disent, à partir de notre apprentissage Mexique, on ira plus au sud, mais on sait bien que l'Amérique, elle est longue. Donc, c'est pas... Je pense que beaucoup regardent plutôt les États-Unis. Oui, hein. Ça, c'est des interviews téléphoniques qualitatives sur 35 entreprises françaises. 38, on a 38 entreprises françaises qui vendent au Mexique, ou qui ont essayé le Mexique. Non, qui sont successful. Alors après, on avait un tableau plus détaillé. Qui ont du succès au Mexique. Voilà, et qui opèrent. Comme on prend le mot espagnol, opérar, qui opère au Mexique, ça veut dire elles vendent, soit elles se sont implantées, soit elles ont un partenaire, elles ont des accords croisés, ce type de choses. Hein. Absolument. Donc l'échantillon était par nature orienté, puisqu'on avait choisi des boîtes travaillant avec le Mexique, c'était là. Tu veux que je continue avec le Brésil, Humberto? Oui, on continue. Hein? Voilà. Alors donc, à partir de là, on s'est dit, tiens, on a quand même le gros morceau d'Amérique latine, on va travailler sur le Brésil, et c'est là qu'en plus, notre recherche a été stimulée, appuyée par l'Institut des Amériques et par la Fondation ELAC. Et du coup, on a pris les 4 pays sud-européens. Bon, moi, je rêverais d'avoir le complément Allemagne là-dessus, parce que je pense que l'Allemagne avec le Brésil serait tout à fait intéressant. C'est peut-être quelque chose à faire. Et alors, donc voilà, on va passer sur les... Donc là, du coup, on va retrouver un petit peu, vous allez voir tout de suite nos 3 enceintes, parce qu'entre-temps, on avait élaboré. Même échantillon diversifié au niveau des grosses PME, des petites. Alors, vous avez à chaque fois les pays. Dans certains cas, pour certains pays, il y avait des plus grosses PME, dans d'autres des mini-PME ou des PME unipersonnelles. Et si vous regardez produits-services, au fait, l'échantillon le plus équilibré était les Espagnols. Donc là, vous avez 250 entretiens. Hein. L'échantillon le plus équilibré était l'Espagnol, avec service-produit. Portugal, on était un petit peu plus sur les produits, avec pas mal de PME plutôt exportatrices. Italie, les deux, mais des PME aussi exportatrices et aussi de biens industriels, de biens d'équipement. Et puis en France, plutôt, notre échantillon a donné une dominante service. Hein. Donc voilà à peu près l'échantillon, mais je crois qu'il ne faut pas s'attarder trop. Je vais passer parce que je regarde l'heure. Donc vous vous souvenez quand on parlait du cercle 1 et ce qu'on a baptisé un peu le profil du dirigeant, c'est que finalement le dirigeant étant quasiment seul aux manettes, c'est vrai que son profil, ce qu'on a trouvé, c'est qu'effectivement on a commencé du coup à creuser. Est-ce que vous avez des études supérieures? Est-ce que vous avez été dans plus d'un pays? Est-ce que vous avez des expériences hors de France, etc. Et ce que ça a donné, c'est qu'effectivement, on avait quand même, par exemple, pour l'échantillon français, là on a pu comparer Mexique-Brésil, à chaque fois, vous voyez qu'on avait des dirigeants qui étaient tous à Bac+5, et on a eu quelques docteurs d'ailleurs, hein, quelques docteurs en biologie pour des boîtes qui sont plutôt dans les... Et puis avec une très belle expérience à l'international, langue pratiquée, regardez, on s'est trouvé dans une palette de gens qui parlaient 3 langues pour le Mexique, et qui en parlaient 4, c'est-à-dire que tous ceux qui sont
sur le Brésil, en fait, ils sont venus au Portugais après avoir fait l'espagnol. Hein. Donc ça en dit long, on a quand même des dirigeants qui sont internationalisés eux-mêmes. On passe. Alors, du coup, là, la question attractivité, difficulté d'accès, une comparaison par rapport aux perceptions des dirigeants interviewés. Donc, pour garder l'idée un petit peu très brute de fonderie, effectivement, le Brésil est plus attractif encore que le Mexique, encore, mais en même temps, il est plus difficile. Et on va voir pourquoi. On y va. Alors là, les stratégies d'entrée, vous voyez qu'on n'avait pas on n'a pas fait ce tableau. En fait, on pourrait le refaire pour les Mexicaines, mais bon. Là, on avait pour les stratégies d'entrée sud-européenne, puisqu'on était là vraiment plongé dans le comparatif sud-européen. Donc, vous voyez les Espagnols. Bon, globalement, typiquement, les Espagnols, on avait dit qu'elles étaient assez équilibrées produits-services. En fait, vous voyez qu'il y en a pas mal. Alors, il y a pas mal de filiales. Les Françaises aussi, majoritairement filiales sur place. Espagnoles, beaucoup de filiales. Alors, les Portugaises, nos Portugaises, elles étaient plutôt exportatrices. Donc, il y en a moins avec des filiales. Et les PME italiennes également, vous voyez qu'elles ont une part export importante. Alors, usine, on est un peu dans les biens d'équipement, là, elles fabriquent un peu. Mais vous voyez que dans tous les cas, on a fait une tranche à part pour l'usine, parce qu'on voulait montrer, parce qu'elles le disent toutes, qu'en fait, ce n'est pas un pays low cost, le Brésil. Donc, finalement, vous n'y allez pas forcément pour produire. Ça, c'est clair. Hein. Donc, on voulait montrer que cette portion du gâteau usine n'est pas dominant. En revanche, vous voyez que filiale, oui, tu peux passer un bateau. Filiale, oui, parce qu'elle permet, le pays étant archi complexe, elle permet de débarquer, de contrôler la situation. Filiale, parfois en joint venture avec un partenaire local, mais en tout cas, on la contrôle. Soit on la contrôle majoritairement ou complètement. Parce que le pays est compliqué et on veut garder le contrôle. Alors, quand on regarde là, maintenant, du coup, on parle des cercles. Regardez la moyenne, donc au fait, bon, manque de capital, là on est vraiment PME portugaise, PME française, elles se plaignent toutes, enfin, de ne pas avoir assez de moyens, c'est assez, les Français se plaignent un peu plus. Capacité innovée, donc au fait, elles ont toutes considéré critique leur capacité à innover, non pas tant, c'est un barrière, mais en même temps c'est un atout, c'est-à-dire, au fait, j'ai compris que je ne vais pas recycler des vieux produits, c'est pas un pays où je vends ce que j'ai pas vendu chez moi, pas du tout, c'est un pays où je dois arriver avec le dernier cri, parce qu'il est gourmand, c'est vrai qu'il est technologiquement gourmand le Brésil. Donc on voit, regardez les Françaises et les Italiennes qui apparemment ont perçu ça de façon plus aiguë, et bon, pour le temps, effectivement, là, nos Français ont été un peu plus... j'ai envie de dire râleur, mais globalement on est, voyez, dans du 2 et quelques, donc pas forcément rien qui l'emporte vraiment, mais en tout cas la capacité innovée est essentielle. Alors si on passe maintenant au cercle 2, regardez là, on a du coup notre taux de change. Alors il est intéressant le cercle 2 parce qu'elles sont, que je sache, toutes les 4, jusqu'à maintenant aucune n'est sortie de l'Europe, elles sont toutes les 4 dans l'espace européen, elles sont toutes les 4 dans la zone euro, elles sont toutes les 4 dans l'union monétaire, dans le marché unique. Hein. Donc, finalement, le taux. Alors, pourquoi on a le... Donc là, l'euro est cher, et c'est aussi quand elle parlait de l'euro pour le Mexique, effectivement, l'euro est cher, mais alors après, il y a eu... l'euro avait baissé entre-temps. En tout cas, là, elle trouve cher, et c'est surtout les Portugaises, parce que nos Portugaises, elles exportent surtout dans l'échantillon. Donc, ça les gêne davantage. Mais enfin, on est à 3. Alors, accès au financement, là, on n'est plus tellement, moi, mes finances, mais c'est quel accès au financement je trouve chez moi. Et là aussi, on est à peu près à la moitié. Vous allez voir, on va après faire un petit regard sur l'appui public. Et dispositif d'appui public, on a les Français qui le considèrent plus percutant, plus important, plus relevant, comme on dirait en anglais, et on va voir pourquoi. Je continue, comme ça. Alors, dispositif d'aide, là, on les a. Donc, au fait, les Français ont été les plus prolixes là-dessus. Ce qui ressort, vous voyez, c'est que, typiquement, alors le VIE était quelque chose qui certaines, quasiment, elles vous disent, ben moi, ma filiale maintenant en Colombie, j'ai ouvert aussi en Colombie, ma filiale, c'est un ancien VIE. Donc, certaines vous disent, j'en embauche une dizaine par an. Certaines le pratiquent beaucoup. D'autres qui sont dans des produits très sophistiqués, avec beaucoup de technologies incorporées, disent ben finalement le VIE, c'est pas évident, vous laissez un jeune, vous le laissez tout seul devant son ordinateur, il est hébergé dans une structure, mais moi en fait mon produit est sophistiqué, je vends un équipement qui me permet de détecter un genre de radar de sous-sol, je le vends avec une activité formation à côté, c'est pas un jeune ingénieur qui va faire ça, mais d'autres le pratiquent. Alors en tout cas, ce qu'il en ressort, alors il y a l'assurance prospection COFAS qui est assez plébiscitée, mais sinon il y en a qui disent, bah, écoutez, c'est terrible parce que le temps que vous demandez le dispositif d'aide, entre le début de l'idée
Et le marché, il y a un grand parcours où vous êtes tout seul avec votre banquier. C'est ce qu'elles disent. Et puis elles disent aussi, le temps de monter le projet, ben, finalement, on arrive aussi un petit peu trop tard. Et concernant tout ce qui est mission organisée par les chambres, etc., alors en général, il y a de la satisfaction, hein, avec toutes nos structures Business France, etc. Mais quelquefois, il y a des voix dissonantes qui disent ben, j'aurais aimé, surtout alors si elles sont sur des produits avec beaucoup de technologie, j'aurais aimé, quand je vais faire ma mission, j'aurais aimé avoir des contrats beaucoup plus qualifiés, un agenda de rendez-vous bien plus affiné. Mais bon, globalement, il y a quand même une satisfaction et c'est pour ça que finalement, elle considère important l'aide publique. Bon, je passe toujours très très vite. Alors là, on rentre aux facteurs. Alors là, du coup, c'est intéressant parce qu'on les voit tout ensemble au Brésil. Donc là, du coup, on est dans la barrière cercle 3 et là, elles le vivent toutes, théoriquement. Mais vous voyez qu'elles sont très liées, les trois barrières, parce que finalement, vous n'allez pas vivre pareil le Brésil si vous êtes plus aidé comme Français que ne l'est l'italien. Cela dit, en passant, les Français, pas mal de Français nous ont dit « je trouve que les Italiens et les Espagnols sont mieux aidés que nous », mais les Espagnols disent « les Français, vous êtes plus ». Donc vous voyez, on est un petit peu aussi dans le ressenti. Alors là, en tout cas, je crois que ce qu'il faut lire de ça, c'est que tout ce qui est cadre politique, économique, alors on était avant l'impeachment là, mais quelque part c'est intégré, on est dans des pays émergents, on sait que ça bouge, qu'il y a des creux et des hauts, donc ça, vous voyez, ça fait un 2,5, hein, mais alors regarde, distance géographique, elle pèse un peu plus, mais bon, on est à 12 heures d'avion, le Mexique était à 10. Alors linguistique, là, on a eu un tout petit peu plus que l'espagnol, parce que le portugais est moins parlé, il est moins enseigné en France, mais apparemment, on arrive à gérer. Et puis regardez, alors là, ce qui l'emporte ici, c'est clair, là c'est le message pour les Brésiliens, les gars, vous avez du boulot à faire concernant la bureaucratie. Ça, c'est le parcours de souffle, c'est le chemin de croix de toutes ces PME étrangères. Alors, si on continue, Umberto, je vais très très vite. En même temps, les facteurs de succès, quels sont pour vous, vous qui avez vécu, qui vivez le Brésil, votre implantation au Brésil, votre export au Brésil, si vous êtes un Portugais, regardez ici, ben pour eux, en fait, pourquoi vous qui l'avez vécu, pourquoi vous y allez, quel est le facteur de succès là? C'est effectivement la taille du marché. Donc, on voit bien qu'on est dans un contexte de morosité en Europe et qu'on a des entreprises qui viennent chercher des relais de croissance. Évidemment, vous faites un tour de carte, vous dites il y a 205 millions d'habitants, il y a des classes moyennes qui montent. Bon, tout cela a un peu changé depuis 2 ans parce que le Brésil est en récession, mais il s'en sortira, moi j'en viens là. Donc la taille du marché est importante. Alors, toujours cette importance donnée à l'innovation de mon produit. En fait, j'ai bien compris qu'il était clé pour que je débarque au Brésil. Dispositif d'appui, bon, c'est quand même du 2,5. Vous voyez que les Français là sortent un petit peu. Et alors l'accès au financement, il est quand même important parce que ce qui est bien clair, c'est que le retour sur investissement, en moyenne, ça nous a donné 21 mois. Alors le retour sur investissement, il est moindre dans le secteur des ITC, par exemple, puisqu'il y a moins d'investissement. En fait, on est dans du logiciel. Là où il y a d'autres, il y a plutôt du bien d'équipement plus lourd. Mais vous voyez que là, ça veut dire qu'il faut quand même avoir il faut avoir la capacité de tenir, sachant que le crédit est cher au Brésil et qu'on ne vous attend pas pour vous financer. Donc c'est là où l'appui public dans votre pays d'origine joue un peu. Alors si on continue, Umberto, ça nous donne alors également un peu le vert et le rouge, hein, pour passer très très vite et tenir dans nos délais. Vous voyez typiquement, bon, excellente connaissance du marché, n'y allez pas, c'est pas un pays, c'est pour amateurs, il ne faut pas y débarquer la fleur au fusil, il faut extrêmement bien préparer son business plan, parce que là où vous avez pensé que vous allez mettre un salarié, il en faut 3, parce que le Brésilien est moins multitâche que vous êtes habitué que ce à quoi vous êtes habitué en Europe. Patience, patience, alors là on tombe une mine de réflexion sur le culturel, hein, patience, résilience, flexibilité, ce que les Brésiliens appellent le jogo de cintura, non, c'est la capacité à se repenser, à changer un petit peu. Solidité financière, choix. Alors le point d'entrée, en général, quand on regarde Umberto, elle rentre majoritairement São Paulo et Rio. Mais parce que les impôts c'est différent. En fait, voilà, alors oui, mais c'est surtout aussi selon l'industrie, parce que si vous cherchez à toucher du grand marché, évidemment São Paulo, Rio. Et Rio, si vous êtes dans les industries culturelles. Si vous êtes dans l'énergie, le solaire, etc., à ce moment-là, Fortaleza, le Nord-Est, c'est peut-être bon. Si vous êtes dans des équipements liés à l'agribusiness, etc., l'État du Paraná, Santa Catarina dans le sens, c'est la bonne porte d'entrée. Mais donc, majoritairement, on avait, avec ces variantes, on avait São Paulo, Rio. Et bien sûr, offrir un produit-service innovant de qualité, sinon, attention, le Brésilien ne va pas se laisser distraire de ses fournisseurs habituels pour vous.
Alors voilà, à ne pas faire, vision, bon, vous allez retrouver un petit peu toujours les... en fait, c'est l'une et la contrepartie. Alors pour finir, Umberto, si tu veux bien passer, donc bon, on ne s'arrête pas trop là parce que ce que je voudrais c'est, bon, vous voyez en tout cas un public exigeant, inutile de recycler un produit, pas y aller la fleur au fusil. Alors l'Asie offre des grandes opportunités d'affaires, bon, croissance plus rapide certes et un marché qui se chiffre en milliards d'habitants, mais on a aussi des belles opportunités en Amérique latine et au Brésil, et on ne peut pas les délaisser. Et donc, alors attention, aussi bonne proximité culturelle, mais évidemment la proximité culturelle ne justifie pas tout. Si le marché n'est pas au rendez-vous, vous allez beau vous sentir très bien, très à l'aise dans le pays, vous n'y allez pas. Hein. Et ça a été intéressant, tu peux passer à l'autre et ça sera la dernière, oui. C'est qu'on a eu, d'ailleurs on a fait avec Umberto un papier là-dessus, sur la partie culturelle, on est très interpellé par cette question parce que moi depuis que je pratique l'Amérique latine en France, avec le MEDEF, avec les CCE, on entend toujours, on n'avait pas un meeting d'entrepreneurs, de policy makers en Europe, en France, surtout dans les pays latins, qui ne commencent pas en disant, mais même les Allemands, qui ne commencent pas en disant on est proche. Alors on est préoccupé par cette proximité, on pense qu'elle joue un rôle. Alors ce qui était très intéressant, c'est que les Portugais, finalement, notre collègue portugais qui faisait les interventions, il nous a appelé un jour en disant, vous savez ce que j'ai trouvé, c'est que quand on leur demande la difficulté, nous on pensait que c'était là où il y aurait le moindre... Mais finalement, les Portugais se sont considérés, certains ont dit, mais attendez, moi c'est quasiment un nouveau Brésilien que j'apprends, l'accent n'est pas du tout le même, je n'y comprends rien, c'est pas le même pays. Donc eux, ils étaient partis, ce qu'on appelait un peu le désarmement immunitaire culturel, c'est-à-dire partis avec l'idée que vraiment, voilà, c'était le même, et puis c'est pas ça. Alors, pour aller carrément aux conclusions, et c'est là, c'est la dernière, hein, c'est donc, au fait, cette perception, ce qui nous a permis, et il nous paraît que notre modèle, là, en articulant d'abord l'environnement de la PME en soi, l'environnement d'origine et le marché cible, en déclinant les trois, mais en les voyant ensemble, interagir les uns avec les autres, nous semble beaucoup plus à même d'identifier les points critiques, les talons d'Achille, afin d'affiner les mécanismes correctifs. Par exemple, on vous donne typiquement, vous pouvez avoir un moment où vous êtes environnement d'origine dans un marché morose, et c'était un peu le cas il y a 2-3 ans, et le marché de destination extrêmement dynamique. Donc ça vous donne une configuration particulière. Dans un autre cas, vous pouvez avoir du grand dynamisme chez vous et du dynamisme aussi chez le voisin. C'est pas tout à fait la même chose. Donc on peut avoir des discrepancias, des distances ou des non-alignements qui sont intéressants d'ailleurs parce que souvent c'est un gisement d'opportunités. Ou alors par exemple typiquement vous pouvez avoir un moment où votre euro, votre monnaie est surévaluée ou sous-évaluée et puis le réal brésilien il est soit sous soit sur typiquement, donc ça va vous donner une configuration spéciale. Typiquement aussi quand vous regardez, vous voyez tout à l'heure on disait barrière financière, donc peut-être l'OCDE est classé barrière financière, mais cela dit c'est pas du tout pareil. Une chose c'est dire quelle barrière financière j'ai moi, entreprise des ITC ou en nanotechnologie ou fabricant de piscines, on a eu un gars qui fabriquait des piscines ou de tapis, on a eu des tapisseries, la plus vieille entreprise c'est la tapisserie 90 ans, 90 ans, et alors eux exportaient, quasiment borne globale parce qu'ils exportaient 10 ans après.
Hein, Et il a monté pour 6 entreprises au Brésil. Oui, mais non, super, avec ces tapisseries dans le nord de la France. Et du coup, vous pouvez dire, bon, une chose, c'est mes difficultés financières, moi, en France, mais attention, c'est pas la même. Après, j'ai la difficulté financière au Brésil, c'est-à-dire qu'au Brésil, je sais que le crédit est rare, il est cher, donc c'est un élément à prendre en compte, pays-ci. Hein. Donc on a comme ça ces regards. Et puis on a également la possibilité des analyses comparatives, c'est-à-dire que le fait de pouvoir regarder les européennes, ben, ça vous permet aussi d'adresser peut-être des messages à la Commission, à nos autorités nationales, mais également communautaires. Et le fait en plus d'avoir toutes les européennes dans un même pays cible, le Brésil, ça permet de voir, il y a quand même des convergences. Bon, à un moment, quand tout le monde vous dit la bureaucratie est un véritable problème, les Brésiliens, il faut bien qu'ils s'attaquent à ce problème. Donc, on pense qu'on a trouvé, nous, mais là, on le passe très très vite pour rester dans le temps, qu'on a déjà légèrement dépassé, que ça nous offre un cadre, notre modèle, on se sent à l'aise, on le trouve riche pour justement voir barrières et éventuellement mécanismes correctifs. Et puis, bon, je crois que la dernière, c'est vous inviter. Voilà, donc les suites, les recherches possibles, effectivement, tester le modèle avec l'Asie, l'Afrique, le tester avec les États-Unis. Typiquement, on pourrait faire, ou on l'a fait déjà dans cette instance, un peu avec le Canada, Canada-France, ce type de choses. Et puis, bien sûr, ça permet d'approfondir l'analyse des modes d'internationalisation sur lesquels on est passé très très vite. Mais on peut revenir si vos questions nous y conduisent. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Bon, et on souhaiterait avoir un peu votre retour en nous excusant un peu de vous avoir livré quelque chose d'extrêmement concentré. Donc on vous laisse peut-être sur la fin sur pas mal de détails. Merci beaucoup.